Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour cette émission du lundi 13 mars 2023. Je la consacre au Bitcoin, comme tous les lundis, qui retrouve un niveau très important puisqu'on est déjà revenu sur les 23 000 dollars. Ce qui veut dire qu'en fait, cet événement qui s'est déroulé courant de ce week-end avec l'USDC, qui d'ailleurs s'est repeg, d'ailleurs c'est sûrement parce que l'USDC s'est repeg que la confiance est revenue. Et que les investisseurs se manifestent de nouveau. Et aujourd'hui au programme, on va analyser le graphique du Bitcoin en weekly, voir les différents niveaux de support, de résistance, quel prix il pourrait atteindre dans les mois qui viennent. On ira voir ensuite quelques indicateurs un peu plus fondamentaux qui concernent sur le long terme du Bitcoin, sa temporalité, avec l'évolution du nombre d'adresses qui possèdent plus que 1000 Bitcoins. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant. On jettera un œil au Crypto Fear and Greed. On ira analyser le SP500 aussi qui nous a montré un gros signe de faiblesse avec cet événement. On va donc essayer de voir si la bourse traditionnelle n'est pas, on va dire, plus touchée finalement que le secteur des cryptos. En tout cas, c'est ce qu'on peut en déduire là aujourd'hui à 15h30, l'heure où j'enregistre cette émission. Et puis on terminera par vraiment le graphique plus court terme du Bitcoin, le daily. On va vraiment se poser dessus, voir ce qui se passe et voir s'il y a possibilité de mettre des ordres pour de futurs trades ou non. Voilà, ceci étant dit, je vous passe la petite introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. À tout de suite. Allez, on débute avec l'analyse hebdomadaire. Donc chaque bougie représente ici une semaine. On a un Bitcoin sur les 23 500. On observe que du coup la semaine précédente a subi ce tumulte avec cet aller-retour sur les 19 600, mais en hebdomadaire finalement ça change rien du tout parce que regardez, simplement si j'enlève les clôtures, voilà, on observe qu'en fait cet événement est complètement absent finalement sur ce graphique. Donc j'ai l'impression qu'on va vite oublier cet événement, et dans la tendance générale, regardez le Bitcoin en weekly, est toujours sur sa tendance baissière, il vient rechercher un sommet, vous voyez, mais ne le casse pas encore par le haut. On est toujours sur cette vague haussière finalement. On ne peut pas dire que là on a eu de réels retracements. Certes, on est revenu aux 19 600, mais regardez le graphique en weekly, sans clôture en dessous dans cette zone-là, nous montre qu'en fait, on est toujours sur cette tendance haussière, et que là en fait c'est peut-être une simple petite pause, désolé pour tous ces traits, qui peut se traduire par la suite par une deuxième vague. Ce qui nous permettrait de casser cette résistance et d'aller chercher donc, si je reprends cette première vague-ci, vous voyez que je la copie, que je la colle et que je la mets par ici, voilà, vous avez le niveau des 30 000, 31 000. Si je prends le bas de la mèche et qu'on prend bien en compte ces 19 600, vous avez le niveau des 29 000 grosso modo. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir du Bitcoin, c'est qu'on est en tendance baissière et que ce dernier mouvement, il est nécessaire si jamais on veut avoir l'espoir, effectivement, ensuite d'un marché haussier potentiel sur le Bitcoin. Voilà. Malgré tout, ça n'empêchera pas que, en fait, on commencera à avoir des jolies confirmations que effectivement l'année 2023 pourrait être assez intéressante. Si jamais on vient sur les 28 000, je me dirais cool, cette année 2023 va être très intéressante parce qu'on aura enfin cassé un précédent sommet sur le graphique hebdomadaire. Mais par contre, ça sera quand même un niveau de résistance, c'est-à-dire une zone de prix où la probabilité de retracement sera très importante, parce que on viendra rechercher cette zone, vous voyez, où on a eu de nombreuses mèches qui ont stoppé le cours ici en juin 2021, ici entre le mois de mai et le mois de juillet 2021. Et ici ensuite on a jonglé un peu dessus pour casser ce niveau par le bas, et ensuite on s'en sert, regardez, plus ou moins, on pouvait vous mettre un gros rectangle ici, mais on s'en sert plus ou moins de support, enfin de résistance désormais. Donc oui, il faudra se méfier à l'approche de cette zone et attendre des niveaux inférieurs pour localiser des achats qui cette fois-ci seront difficiles à localiser. Parce que plus on aura de signaux positifs pour le Bitcoin, et plus les retracements seront courts et rapides en fait. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu ces 3 derniers jours. Un retracement rapide, profond mais rapide. Parce qu'en fait, au niveau de la psychologie, ce qui va se passer, c'est que si on monte par exemple aux 28 000, 29 000, 30 000, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « mince, j'ai raté le train, j'ai pas réussi à investir comme je voulais dans le Bitcoin », et là, il semble aller sur des sommets. Donc ces personnes-là vont avoir deux choix. Soit elles vont acheter du Bitcoin sur les 30 000 au risque de se prendre quelque chose d'assez négatif. Bon, si c'est sur un investissement long terme, c'est pas forcément très très gênant. Soit elles vont essayer de se mettre des ordres sur des niveaux qui leur semblent pertinents. Donc par exemple prendre un Fibo comme ça, voilà les 23 900, vous avez les 20 000, les 18 000 toujours, on a toujours cette zone de rechargement qui pourrait nous attendre par la suite. Mais il y a un moment donné où voilà, il y a des niveaux qui seront plus jamais atteints. Est-ce que les 15 300, les 15 600 dollars qui ont été atteints ici en novembre
seront de nouveau offerts donc aux investisseurs? Je ne pense pas. Moi personnellement, en tout cas, dans ma vision des choses aujourd'hui, sur une vision plus globale que de juste ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire sur les 10 dernières années du Bitcoin, et lorsqu'on regarde les différents cycles de 4 ans qu'on peut observer sur le Bitcoin, je pense qu'en termes de temporalité, voilà, on était ici sur un bottom. Si je prends la semaine actuelle par rapport au halving, voilà, on a 54 bars. On se rapproche petit à petit. Et ici, regardez, 54 bars, ça nous amène à cet endroit-là. Donc le bottom avait déjà été touché. Donc si on reprend cette temporalité du cycle précédent, effectivement, il y a des chances pour que les 15 600, finalement, c'est le bottom ultime du Bitcoin de cette année, enfin de ce cycle baissier que l'on est en train de vivre. Mais après, voilà, chaque cycle ne se ressemble pas. Et là, on a eu un joli W en formation. Peut-être que là, on n'aura pas la même chose. Finalement, on peut très bien avoir quelque chose qui nous fait ça, qui nous fait un nouveau plus bas, et qui monte très fort, très vite d'un coup. Voilà, tout est imaginable, tout est possible. Mais quand même, il y a quelque chose d'incroyable sur le Bitcoin. C'est que son graphique long terme, regardez, il est assez propre. On voit que sa volatilité diminue. Mais on voit également que son graphique se contracte petit à petit. Mais on voit aussi que là, on est plutôt sur un point bas. Et on observe aussi qu'entre chaque halving, eh bien, on a eu des sommets. Voilà, entre chaque halving, on a eu des sommets. Donc le prochain halving, c'est en 2024, et puis on verra ce qui se passe. Mais si on prend en compte vraiment cette compression, regardez ce cercle, ces deux cercles qui se compressent, on voit qu'à un moment donné, il y aura peut-être un cycle, en tout cas si on regarde juste ce graphique et qu'on part juste de cette analyse, il y aura peut-être un cycle où, après le halving, on ne fera plus de nouveaux sommets. Parce qu'on peut très bien imaginer que cette ligne tend vers une certaine horizontalité. Donc là, l'objectif des 80 000, finalement, vous voyez, il n'est pas si déconnant, finalement, pour le Bitcoin, pour le prochain cycle. Et c'est vrai que c'est l'objectif le plus bas qu'on avait positionné par rapport à nos Fibos. Donc là, on a les 80 à 82 000 qui nous sont montrés. Donc je pense que de toute façon, il faudra fortement se méfier si après le halving, déjà, on revient sur cette zone de résistance très long terme. Maintenant, je voulais vous montrer ceci. Donc c'est les adresses qui possèdent plus que 1000 bitcoins. On voit que, en fait, il y en a de moins en moins. Mais il y a beaucoup de questions que je me pose avec ce que l'on voit ici à l'écran. Ça concerne probablement que les adresses, du coup, Bitcoin. Il faut prendre en compte le fait qu'à l'époque, la DeFi, ça n'existait pas vraiment. Donc peut-être que beaucoup d'institutionnels, de gros investisseurs, de whales, ont désormais de l'argent sur la DeFi et moins sur le Bitcoin. C'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas ceci remonter. Mais c'est vrai qu'on aimerait voir, en tout cas, avant un bull market, un nombre de whales qui commencent réellement à acheter du Bitcoin. Et là, ce graphique nous montre que les personnes sont en train de se séparer petit à petit de leur Bitcoin pour l'instant. En tout cas, les très gros portefeuilles, ceux qui possèdent plus que 1000 Bitcoins. Et c'est un peu contradictoire avec la temporalité, effectivement, et le cycle baissier sur lequel on est aujourd'hui. C'est pas logique, on aimerait vraiment voir ça, ce graphique qui commence à se reprendre. Donc il va falloir suivre ça avec attention et voir si ça se produit vraiment ou pas. En tout cas, ça ne veut pas forcément dire, attention, ça ne veut pas dire que si là, le nombre de wallets qui possèdent plus que 1000 bitcoins continue de descendre, ça ne veut pas dire que le bitcoin va forcément chuter. Ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être aussi, il y a d'autres facteurs du fait qu'il y ait plein de blockchains différentes, que du coup, les investisseurs vont plutôt répartir leur argent dans plusieurs cryptos, plusieurs blockchains aussi, ce qui peut jouer forcément sur ce graphique qui risque de dégonfler encore plus, vous voyez. Mais si on regarde par exemple les portefeuilles qui possèdent plus que 100 bitcoins cette fois-ci, on va voir, donc là on est toujours sur de très gros portefeuilles, puisqu'on parle quand même de 20 000 fois 100, donc ça fait quand même 20 millions de dollars. Et bien là on voit qu'on a eu une petite augmentation, mais c'est très léger et c'est pas du tout significatif. Mais voilà, quand le bitcoin était sur les 17 000 dollars, on a vu le nombre de portefeuilles qui possédaient du coup 100 bitcoins passer de 15 800 à 16 137. Ouais, c'est pas significatif. On aimerait vraiment voir en fait, vous voyez, un peu comme ce qui s'est passé en 2017-2018, c'était incroyable en fait de voir ça, puisque regardez le nombre de portefeuilles qui possédaient plus que 1000 bitcoins était passé ici de 1635 à, regardez, au crash Covid on était déjà à 2100, vous voyez, ça fait que de monter pendant toute la hausse ensuite. On voit qu'ils ont plutôt vendu au bon moment d'ailleurs, parce que là où les adresses ont commencé à chuter, donc le nombre d'adresses qui possèdent plus que 1000 bitcoins ont commencé à chuter, c'était le sommet sur le bitcoin. Donc c'est vraiment intéressant de voir ça également. Ça peut nous aider dans nos prises de décision, mais ça ne sera pas le seul outil qu'on utilisera, bien entendu.
On continue avec le SP500 qui, regardez-le ici, semble avoir breaké ce canal, enfin réintégré ce canal. Donc c'est plutôt bearish, mais il y a quelque chose que je voudrais faire, c'est me mettre en ligne ici, c'est-à-dire vraiment prendre en compte les clôtures pour essayer de voir si c'est pertinent ou pas. Et on voit que ça l'est pas vraiment. On peut pas finalement dire qu'on a vraiment réintégré le canal, parce que si on prend vraiment en compte les clôtures, on est toujours sur ce niveau de support et on peut s'attendre en fait encore à une performance haussière sur le SP500. Donc en fait il faut quand même noter que ces derniers mois ont été plutôt positifs, en tout cas sur les graphiques, je ne parle pas forcément de l'économie en profondeur puisque je ne m'y connais pas assez, mais les graphiques ont montré une certaine reprise. Voilà, là nous étions en octobre, novembre, décembre. Voilà, le début d'année a commencé ici. Vous voyez que l'année 2023 débute pas si mal puisqu'on vient breaker ce canal à la hausse, on vient le retester par le bas. Évidemment, je ne peux pas savoir ce qui se passera ensuite, mais j'aurais tendance à croire que la probabilité de hausse est plus importante encore, malgré cet événement qui vient de se produire. Parce que je pense que ça a créé beaucoup de FUD, beaucoup de panique, parce que les gens se souviennent de la crise de 2008, les gens se souviennent de cet effet crescendo qui finalement a fait chuter tous les marchés. Voilà, bon. Aujourd'hui, ça semble pas être le même contexte. On a appris de nos erreurs, en tout cas. Je sais qu'il y a eu pas mal d'actions qui ont été mises en place pour éviter effectivement que ce genre de scénario se reproduise. Mais après, on est à l'abri de rien et on sait que notre système capitaliste reste assez bancal quand même, quoi qu'il arrive. Donc, méfiance, bien sûr, mais rien d'alarmant, je dirais, aujourd'hui sur le SP500 et sur la bourse traditionnelle et donc aussi sur les cryptos. C'est assez contradictoire, mais ça a été créé justement le Bitcoin en 2009 pour essayer de contrer ce système capitaliste. C'était un peu une idée anarchique à la base, le Bitcoin, et aujourd'hui se retrouve à subir les mêmes mouvements que la bourse traditionnelle, donc c'est assez marrant, je trouve. On va continuer maintenant. On continue avec l'analyse daily. Donc tout à l'heure il était 15h et quelques, maintenant il est 16h et quelques. Voilà, on a encore pris $1000 sur le Bitcoin puisqu'il vaut 24 200. Bon. Qu'est-ce qui se passe quoi? Bon, très volatile, le Bitcoin est très volatile, on a des bougies vertes extrêmement importantes à l'heure où je vous parle, et je pense que vous voyez le short que j'avais ouvert ici était traduit par, regardez, un RSI qui avait pas mal dégonflé, un Bitcoin qui est en train de ralentir petit à petit. Il y avait même une très jolie divergence d'ailleurs sur le RSI, on était sur le haut du range, c'était vraiment parfait, mais là je serais beaucoup moins serein là aujourd'hui d'ouvrir un short, vous voyez par exemple sur les 25 000 de nouveau, parce que là on a deux bougies vertes énormes. Le RSI a touché la survente juste avant, mais là, cette fois-ci, voilà, aucune divergence en vue, en fait. La divergence, elle était là, un cours qui monte, un RSI qui descend. Elle a été confirmée ici. Là, désormais, on se reprend. Qu'est-ce qui se passe si on vient chercher un nouveau sommet? Je doute en fait que le RSI s'arrête ici. Je pense qu'on reviendra vite en survente et qu'en fait on pourra débuter du coup un système qui va permettre de ralentir le marché avec un RSI, vous voyez, qui touche un sommet, qui ensuite continuera, voilà, le même principe à faire des divergences avec un cours qui par exemple continue de monter jusqu'aux 28 000. Et là on aura de nouveau une divergence en daily qui s'opère. Mais vous voyez que le contexte, et c'est là que c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer parce que ça me permet d'exprimer cette pensée que ouvrir un short maintenant de nouveau sur ce point de résistance me semble beaucoup moins pertinent. Et je vais pas vous mentir, en fait, j'étais quand même très déçu ce week-end quand j'ai vu le Bitcoin sur les 19 600. Parce que c'est pas quelque chose. Enfin, je l'avais imaginé, ce retour dans cette zone de rechargement, qui d'ailleurs, finalement, n'a même pas été intégré, en fait. Je l'avais imaginé, mais quand je regardais les liquidités, ça me semblait improbable, en fait, qu'on retourne vers le sud. Et finalement, la seule chose qui pouvait le faire baisser en dessous des 20 000, ça pouvait être qu'un événement extérieur, en l'occurrence ici la faillite d'une banque et un rapport avec l'USDC. Voilà, tous les voyants étaient dans le rouge et se sont allumés d'un seul coup, vous voyez. Mais j'avais vraiment imaginé qu'on tienne cette ligne, voilà, qu'on tienne cette ligne de support en fait. C'était ça mon point de vue sur le marché, si vous m'avez suivi la semaine dernière. Non, on est allé plus bas, mais je suis hyper rassuré de voir qu'on réintègre directement cette zone, ce qui prouve que cet événement de panique a été absorbé rapidement. On a eu le week-end entre-temps, et donc en fait c'est ça aussi le piège dans cet événement, c'est-à-dire que si ça s'était déroulé en semaine, eh bien le doute aurait peut-être plané moins longtemps, puisque les événements seraient allés plus vite, alors que là on a eu le doute sur 3,3 milliards par rapport à l'USDC et sa réserve, parce qu'il fallait attendre donc aujourd'hui pour avoir la réponse. Bon, maintenant j'aimerais bien essayer de mettre un ordre avec vous, et ça sera un ordre de vente, parce que hier dans l'émission je vous ai dit, oui, demain je vous fais une émission sur le Bitcoin, et a priori je vous mettrai un ordre de trade sur le Bitcoin, etc. Et je l'avais localisé ici, on était ici hier sur le cours, et j'avais imaginé qu'on revienne dans cette zone de rechargement, vous voyez, chercher cette borne basse, et là j'aurais ouvert un long à cet endroit-là.
effectivement, pour pouvoir jouer une hausse. Bon, bah, ça ne s'est pas produit, et courant de la nuit, même avant que je mette l'ordre, finalement, on revient chercher directement les 24 000. Moi, j'ai pas du tout envie d'ouvrir un short sur cette ligne des 25, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, j'ai tendance à penser, et peut-être que je me trompe, hein, bien sûr, que cette ligne risque d'être cassée par le haut, cette ligne de résistance. J'ai donc envie de mettre ça à l'écran. Et vous voyez qu'on a les 100% de Fibo qui représentent les 28 030. Donc c'est simple, c'est un joli AB égale CD. C'est-à-dire qu'en fait, si je prends cette ligne-là, vous voyez que je la prends, je la copie, je la colle, et je la mets sur le bottom ici. Vous voyez, on arrive pile poil sur les 100%, c'est logique, en fait, c'est ça que nous donne comme information le Fibo que je viens de positionner. C'est donc les 28 030. Si je me mets une ligne voilà, horizontale sur cette zone de 100%, que je dézoome un peu, on voit que c'est cette zone de prix. Donc sur le très long terme, la pertinence, elle est uniquement ici. Bon, mais c'est quand même intéressant, c'est la pertinence, elle est là. Si je regarde les liquidités, on a le creux ici sur les 27 900 et les 28 100, ils sont situés un peu par là. Donc ouais, j'ai vraiment envie d'ouvrir, pourquoi pas, enfin en tout cas de tenter un short à l'approche de cette zone, si jamais le Bitcoin devait y aller. La question c'est où est-ce que je vais positionner mon stop loss. On va essayer d'identifier ça ensemble. Déjà je vais essayer de choper la position short. Alors je pense que le point d'entrée, vous voyez donc il y a ça qui s'affiche à l'écran, le point d'entrée je vais le mettre alors en dessous des 28 000, parce qu'on a les 28 030 sur les 100%, mais moi ce que j'ai envie de faire c'est de me positionner sur les, allez on va dire 27 949, voilà. Ça me paraît pas mal, c'est-à-dire un petit peu en dessous du chiffre des 27 950, tout grosso modo. Et on va se dire que voilà, on a peut-être plus de chances d'être déclenché en dessous des 28 000, on sait jamais, hein, si jamais le cours s'arrête un petit peu avant, tout est possible. Maintenant, le stop loss, ça va être un peu plus dur de le positionner. Vous pouvez prendre que très peu de risques en le positionnant au-dessus des 123, vous voyez, c'est-à-dire vers les 30 300 $. Malgré tout, ça vous fera un risque-reward assez faible. Pour avoir 2, il faudrait que le Bitcoin ensuite revienne sur les 22 800. Sauf que vous avez cette neckline hein, par la suite, c'est-à-dire qu'on peut venir chercher les 28 000, revenir simplement s'arrêter ici avant de monter de nouveau, puisque c'est une neckline. Vous voyez, donc ça me semble pas forcément pertinent. Donc du coup, le trade que j'ai envie de tenter ici, bah, ça serait un trade assez court, c'est-à-dire jouer les 28 000 pour mettre le stop loss pas très loin derrière, c'est-à-dire on va zoomer un peu là-dessus. J'ai envie de le positionner, le stop loss au-dessus de ces clôtures, donc je vais me mettre en ligne ici. Donc là j'ai un point ici au 28 645. Là il faut comprendre que je suis sur la paire Bitcoin USDT perpétual Bybit. Ça veut dire que ce que vous avez ici à l'écran, c'est vraiment le bon graphique, le graphique avec lequel je trade sur Bybit. Donc forcément ça aide hein, d'avoir vraiment les bonnes informations. Donc là les niveaux sont très précis. Je vois donc les 28 668 et ici je vois les 28 645. Donc j'ai envie de me positionner ici 29 021. J'ai envie de me positionner par exemple au 29 251. Voilà, quelque chose comme ça. Donc je l'entre ici, hein, 29 252, je vais mettre plutôt, voilà, et j'ai mon stop loss qui est positionné. Maintenant je regarde mon take profit et je vois que du coup, cette fois-ci, si on revient, admettons qu'on vienne chercher donc ce niveau des 28 000, derrière on a ce niveau-là, si on revient sur la neckline, et ben on aura notre ratio, regardez, qui sera supérieur à 2 quand même. Donc je vais me mettre sur la neckline de façon assez précise. Voilà, en fait j'avais mis ma ligne sur les mèches, c'est pour ça, il faut que je me remette en bougie. Admettons qu'on vient de rechercher vraiment le haut des bougies, hein, ici en daily, vous voyez on a un ratio de 2 pour 1. Donc c'est parfait, c'est le minimum qu'on recherche, c'est 2 pour 1. Donc ce trade reste viable selon moi. Je vais pouvoir le mettre avec vous sur Bybit et vous montrer comment je fais. Alors déjà il faut que je rentre ma valeur sur mon petit tableau, c'est ça qui me permet de savoir avec combien d'argent je dois rentrer en position pour que si mon stop loss est touché, bah, je perde que 10 $, parce que je fais ça pour m'amuser avec vous sur la chaîne. Évidemment je n'utilise pas de grosses sommes, l'objectif ici est plutôt de m'amuser, de voir ça avec vous, vous montrer un peu comment est-ce que vous pouvez trader, notamment dans des périodes de bear market comme ça où on s'ennuie un petit peu. J'ai commencé ça donc du coup avec 100 $, on a déjà fait 2 trades ensemble, le premier était perdant, on a donc perdu 10 $, le second il avait un ratio de 3 pour 1, donc on a gagné 27 $. Donc on va voir un peu le troisième trade, ce que ça donnera. Donc là on est sur 117 maintenant au niveau du capital. Si un jour on arrive à 1000, je pense que j'irai mettre des trades avec des risques un peu plus importants. J'augmenterai peut-être même encore plus le capital de départ, peut-être que je partirai avec 10 000 et on fera ça de façon beaucoup plus sérieuse. Mais pour l'instant, je suis plutôt en train de m'entraîner en fait avec vous en faisant ça. Voilà, donc moi j'ai mon tableau et je vais rentrer les différentes informations qu'il me faut pour pouvoir connaître mon entrée en position. Donc le trade, j'ai dit l'ouverture, alors je pense que j'ai
une certaine mémoire qui va me permettre peut-être de remplir ça de tête. Donc on avait dit l'entrée en position à 27 949. On a dit le stop loss à 29 252. Et le take profit, bon, pour l'instant, c'est pas forcément le plus important. Et d'ailleurs, je ne m'en rappelle plus du coup. C'est la neckline aux alentours des 25 300. Ça serait ça le take profit en fait. Simplement le retour sur cette zone-ci, qui est aussi cette zone-ci, tout simplement. Donc on part là-dessus, 25 000, ça ne marche plus, 25 300. Et on peut voir qu'on a bien notre ratio de 2 pour 1, puisque le gain, ça serait 20 $. Donc si je gagne ce trade, finalement, j'ai 20 $ de plus dans ma poche. Donc en fait, là, au lieu d'avoir 117, on aurait 137. Si je le perds, on n'a plus que 107. Vous voyez. Donc c'est toujours cool de se dire qu'on n'a pas besoin de gagner que si on gagne un trade sur 2, en fait, eh bien, dans la globalité des choses, on est gagnant, puisqu'on gagne toujours 2 fois plus que ce que l'on perd. Donc là, je sais qu'avec un levier 5, j'ai besoin de dépenser que 42 $. Donc le levier, on multiplie ça par 42. En fait, en réalité, je vais investir 214, mais on me prête 5 fois la somme que je suis prêt à dépenser. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je vais pouvoir entrer en position, vous allez comprendre comment ça marche, c'est assez simple. Donc le prix de l'ordre, limite, je vais mettre short, vendre short avec stop loss et take profit. Voilà, donc là je vais pouvoir dire prix de l'ordre, on a dit donc 27 949. Voilà. Ensuite, le take profit, on a dit 25 300. Et le stop loss, on a dit 29 252. Maintenant, ici, vous allez rentrer la quantité de votre ordre. En l'occurrence, comme je viens de vous le dire, faut prendre ce chiffre-là. Ça dépend des plateformes. Sur Bybit, il faut qu'on prenne ce chiffre-là, les 214 $. Donc, je retourne sur Bybit et je vais dire 214. Voilà, tout simplement. Comme ça, je sais que ça va me coûter... Alors je suis sur un levier 10, vous voyez, parce que là, vous voyez le prélèvement qu'ils vont me faire, c'est 21 $. Alors que moi, sur mon tableau, j'avais 42 $. C'est parce qu'il y a un levier 10 en fait, pour l'instant. Mais c'est pas grave, je vais rester sur le levier 10. Je sais que sur Bybit, vous pouvez le changer, le levier, tout simplement, ici, voilà. Tout simplement, vous pouvez le choisir. Moi, je pars sur 10, ça sera très bien. Donc, je garde ma valeur de 214. Vous pouvez faire aussi l'entrée en position par quantité de Bitcoin. Vous pouvez mettre la quantité soit en USDT, soit en Bitcoin. Dans tous les cas, ça va vous prélever de l'USDT. Mais voilà, vous pouvez faire les deux. Et sur le petit tableau, vous avez la quantité en Bitcoin qui est inscrite ici. Donc, ils prennent que 3 chiffres après la virgule. Donc, là, par exemple, vous ne pourriez pas mettre le 6. Ça serait soit 8, soit 7. Voilà. Bon, comme ça, vous savez tout. J'ai positionné mon ordre et je vais pouvoir faire la vente. Parce qu'ici, je suis sur un short. Et donc, la position, elle n'est pas présente. Mais par contre, j'en ai une qui est active. Ça veut dire qu'éventuellement, elle pourrait s'exécuter si jamais, justement, on vient chercher ce prix des 27 949. Et on va voir en plus de ça, sur le graphique, ma petite ligne qui apparaît. Voilà, si jamais le Bitcoin vient chercher cette zone, on a notre short qui va pouvoir s'initier et se déclencher, s'ouvrir. Voilà. Si vous voulez vous amuser avec des petites sommes éventuellement ou des plus grosses, mais bon évidemment si c'est la première fois que vous faites du trading, je vous conseille d'utiliser de très petites sommes pour essayer et tester le truc. Vous avez du coup dans la description de cette vidéo deux choses. Vous avez la première chose, c'est le lien Bybit pour créer un compte si vous voulez le faire sur Bybit. Vous avez mon lien de parrainage, vous avez des avantages, moi aussi. Et vous avez un deuxième lien où vous allez tomber sur le site de CryptOrganize. Et là vous pouvez effectuer une petite donation que j'ai fixée à 9 € pour obtenir ce petit outil qui peut vous aider tout simplement. Après, c'est pas des calculs très compliqués, vous pouvez le refaire. Mais voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez simplement mettre 9 €, vous allez avoir directement cet outil, vous allez pouvoir faire vos premiers trades très rapidement et très facilement. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain sur la chaîne, n'oubliez pas d'appuyer ici là sur le petit bouton like parce que ça soutient le travail, ça me permet d'être mieux référencé. Voilà, si vous aimez, n'hésitez pas, c'est toujours cool, ça fait toujours plaisir. Et en plus, pensez à l'abonnement si c'est pas déjà fait, si vous voulez pas manquer le contenu quotidien de cette chaîne YouTube. Allez, excellente soirée à tous, je vous dis à demain, ciao tout le monde.